Bon mercredi. En manchette ce soir, nouveau véhicule électrique communautaire pour la municipalité de Moffett. L'hôpital de Rouyn-Noranda est la proie des flammes. Le feu a pris naissance au deuxième étage de l'hôpital. Cet étage-là inclut notamment les services de l'unité mère-enfant, néonatologie, les accouchements. Et Steve Mathias est de nouveau élu à la chefferie de Winnowill. On a beaucoup de choses à rattraper au niveau du développement à Winnowill. Ici Colin Boucher et bienvenue à votre Info Témis. Tout d'abord, les patientes et patients sont retournés graduellement à leur chambre, les travailleuses et travailleurs à leur poste, après la ventilation et le nettoyage du bâtiment où s'est déclaré un incendie il y a maintenant une dizaine de jours. Le feu qui se serait déclaré vers 22h15 lundi soir au deuxième étage de l'édifice. Selon le CISAT, c'est une batterie en surchauffe qui serait responsable des flammes. La réintégration des personnes hospitalisées est effectuée progressivement lorsque le nettoyage et la ventilation des lieux sont terminés. Certains secteurs, dans la pédiatrie au deuxième, ont besoin de davantage de travaux et devront transférer momentanément ces services. Sarah Charbonneau, on a de l'intérêt pour le 6 de l'Abitibi-Témiscamingue et on en fait partie, nous les gens de la communauté témiscamingienne de Ville-Marie et dans toutes les municipalités du secteur. Et évidemment, on a été touché par cet incendie lundi dernier. Est-ce qu'on peut dire qu'on l'a échappé belle, madame? Ben oui, vous avez tout à fait raison, mais en fait, c'est de lundi en fin de journée, donc vers 22h10, il y a un feu qui s'est déclaré à l'hôpital de Rouyn-Noranda. Rapidement, le service sécurité incendie a été interpellé et l'évacuation a été amorcée. On peut souligner dans tout ça le travail extraordinaire, exceptionnel qui a été fait par les employés du SUS de l'Abitibi-Témiscamingue qui ont veillé à procéder à l'évacuation de 93 personnes de façon sécuritaire pour pouvoir les accompagner vers les lieux qui avaient été identifiés pour les accueillir, soit juste en face de l'hôpital, le CLSC et le pavillon Youville. C'est la surchauffe d'une batterie au deuxième étage dans la pédiatrie qui a causé le feu? En fait, concernant les causes de l'accident, je laisserai le soin aux autorités compétentes, le service sécurité incendie, de pouvoir commenter ce volet-là qui appartient pas au CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. En tout cas, une chose est certaine, c'est que les gens des services d'urgence allant des pompiers aux policiers de la Sûreté du Québec, les employés aussi qui avaient certainement des données d'évacuation qui n'ont pas été utilisées souvent, mais qui ont très bien fonctionné. Là. Bien, vous avez raison, hein? Tous les processus d'évacuation ou de gestion d'une situation d'urgence sont prévus dans des plans. Il y a différentes modalités pour mettre à jour ces plans-là pour s'assurer qu'en cas de sinistre ou de besoin, on puisse les appliquer. On peut dire que ça a bien été appliqué puis que ça a permis d'assurer une évacuation. Puis la collaboration, le soutien de tous les partenaires, vous en avez nommé plusieurs, à ça s'ajoute la sécurité civile de Rouyn-Noranda, a été vraiment crucial pour permettre de répondre aux besoins. Puis c'est extraordinaire d'avoir la solidarité, la collaboration qu'il y a eu entre les partenaires où tout le monde a fait ce qu'il se doit pour assurer que l'ensemble des personnes qui étaient à l'hôpital soient en sécurité. Et depuis cet événement-là, si je peux m'exprimer ici, les morceaux du domino ont été presque remis tout en place. Les gens ont réintégré leurs locaux, les travailleurs leur lieu de travail, pour la plupart. Bien, en partie. En fait, parmi les 93 personnes qui ont été évacuées, il y en a 21 qui demeurent hébergées ou hospitalisées à l'extérieur de l'hôpital. Principalement à la maison alternative et des aînés de Rouyn-Noranda, mais en bien plus petit nombre également au CHSLD et en soins palliatifs. Après ça, le feu a pris naissance au deuxième étage de l'hôpital. Cet étage-là inclut notamment les services de l'unité mère-enfant, néonatologie, les accouchements. Les travaux qui seront à faire dans cet étage-là sont vraiment d'une ampleur qui sont à définir. Là. Les démarches sont en cours avec l'assureur, les experts en sinistre pour évaluer le tout, mais on va parler de mois de travaux pour restaurer cet étage-là. Pour les autres étages, en fait, dès les heures qui ont suivi l'incendie,
Les équipes se sont affairées à vraiment faire le nettoyage, l'aération pour chacun des étages avec en objectif pouvoir accueillir de nouveau les usagers à l'hôpital pour permettre une offre de soins idéalement selon les modalités habituelles. Alors, ça va bon train de ce côté-là. Vous l'avez dit, la majorité des services sont de nouveau accessibles et ce, même selon les modalités actuelles. Je peux vous en lister là, la liste. Donc, tout ce qui est urgence, hospitalisation en santé mentale, les laboratoires, ce qui inclut tout type de prélèvement, l'unité CHSLD, les collines, les services de CLSC, de pédiatrie, de psychiatrie offerts au pavillon Youville, tous les rendez-vous avec un médecin spécialiste à l'hôpital, l'inhalothérapie, la radiologie, l'audiologie, la radio-oncologie, l'hémodialyse, les chirurgies, puis les chirurgies urgentes, tout ça, c'est maintenu. Il y a aussi des services qui sont maintenus, mais avec des modalités d'accès différentes. Pour ça, on peut nommer pour les femmes enceintes. Donc, les femmes enceintes qui auraient besoin d'une consultation, qui auraient un problème obstétrical ou qui doivent se rendre pour accoucher, il est vraiment requis qu'elles se rendent à l'hôpital de Rouyn-Noranda, au premier étage en chirurgie d'un jour, pour avoir une évaluation et, si requis, un transfert vers une autre installation pour assurer qu'elles aient les services adéquats répondant à leur situation. Il y a aussi les services de l'unité transitoire de récupération fonctionnelle qui demeurent accessibles, mais du côté de la maison alternative et des aînés de Rouyn-Noranda. Il y a également certains rendez-vous qui ne sont pas encore accessibles pour le moment, donc ce qui concerne la chirurgie cardiaque, l'ophtalmologie, puis les chirurgies non urgentes. Fait que, mais sinon, les autres rendez-vous que je vous ai dit sont offerts selon les modalités habituelles. Bien, bravo pour les travailleurs qui œuvrent à travers ce tumulte-là et évidemment aux patients qui ont pris, la difficulté en main pour quand même arriver à passer au travers. Et dans quelques semaines, bien, ce sera qu'un mauvais souvenir. Bien, espérons-le. Puis entre-temps, bien, les personnes qui auraient eu des rendez-vous annulés, bien, précisons qu'ils n'ont pas besoin de rappeler pour se faire donner une nouvelle date de rendez-vous. Et elles auront, chacune de ces personnes-là, un appel d'un téléphoniste pour fixer une autre date de rendez-vous sous peu lorsque la situation le permettra. Ben merci et bon succès pour cette reprise en main et bravo à tout le monde qui, de leur façon, ont œuvré pour passer au travers cette difficulté qui aurait pu être beaucoup plus dommageable, mais qui a quand même été bien pris en main. Bien, merci à vous. La Société de l'assurance automobile du Québec et la SQ rappellent aux usagers de la route que les vacances de la construction approchent à grands pas et que la prudence est de mise sur nos routes québécoises. La fatigue est responsable d'un accident mortel sur 4 au Québec. Rappelons qu'en Abitibi-Témiscamingue, l'an dernier, on indiquait une hausse du nombre d'accidents mortels par rapport à la moyenne des années précédentes, avec 16 décès enregistrés, soit une augmentation de 12,7 %. Du 31 juillet au 4 août, c'est près de 3400 travailleurs et travailleuses qui profiteront d'un répit. Prudence et bonnes vacances. C'est ce mardi 15 juillet qu'a eu lieu le dévoilement officiel du véhicule électrique mis à la disposition des citoyens du secteur Est témiscamien par Moffett. TV Témis était sur place. Voici nos entrevues. Ça fait un peu plus de 2 ans qu'on y réfléchit. On cherchait vraiment, la municipalité, là, à trouver une option de transport plus durable. Tu sais, quelque chose qui est moins intense en gaz à effet de serre, qui coûte moins cher. On se rappelle qu'il y a 2 ans, là, l'essence coûtait très cher, donc les gens s'en plaignaient souvent. Donc, on a essayé de voir comment est-ce qu'on pourrait faire la municipalité pour aider notre population, offrir un genre de service comme celui-là. Mais on battait la trail, comme on dit. Tu sais, on n'avait pas beaucoup d'exemples de comment ça pouvait fonctionner. Donc, tu sais, beaucoup d'expertise. On a été accompagnés par Transport adapté collectif du Témiscamingue qui nous ont aidés au niveau de offrir en fait des sélections des choix de plateformes numériques pour gérer la voiture. On a dû travailler avec notre compagnie d'assurance municipale aussi parce que tu sais ces bonnes idées-là, il faut que ça soit assurable. Puis en bout de ligne, c'est tout le temps les compagnies d'assurance qui choisissent si ton idée est bonne ou elle l'est pas. Donc on a fini par trouver un contrat type avec nos usagers qui a été acceptable là, pour la compagnie d'assurance. Donc on a aussi dû construire un garage. On avait une construction de garage qui était prévue. On a ajouté une porte spécifiquement pour la voiture pour être certain que les gens qui la réservent, elle soit toujours à un endroit chauffé, pas de glace, que ce soit, tu n'as pas besoin de déneiger, déglacer ta voiture avant de partir.
On avait aussi à trouver, on a développé une entente avec Tactémis au niveau de la gestion de la voiture. Eux s'occuperont dans les prochaines années là, de toute la partie inscription, réservation pour essayer d'enlever de la charge de travail à la direction générale de la municipalité. Donc, c'est vraiment un partenariat intéressant. Puis, je pense qu'à la fois, nous, on va apprendre des choses là-dedans. Transport adapté collectif va aussi apprendre des choses. Puis, on pourra voir, là, eux, je pense que ça les aidera aussi dans la suite de leur plan d'action, là. Qu'est-ce que ça permet, là, ce nouvel achat de véhicules électriques, que ce soit pour la municipalité, les employés municipaux, que ce soit pour les citoyens surtout, ou même les commerçants ici à Moffett? Oui, bien c'est ça. C'est vraiment une voiture, ça sert à plein de types de populations. Oui, il y a des gens qui ont des rendez-vous des fois médicaux, aller chez le dentiste, aller à la pharmacie, aller faire l'épicerie, même des fois à Ville-Marie, que ça leur coûte des fois 20, 30, parfois quand tu as vraiment un vieux camion, 40 $ d'essence où ta voiture n'est pas fiable. Donc ça, c'est vraiment une des offres qu'on va offrir, en fait, un des services qu'on va offrir à la population. Puis étrangement, tu sais, moi, la clientèle type qui me pose le plus de questions à savoir quand est-ce que c'est disponible, c'est les propriétaires de pick-up. Parce que c'est eux que ça leur coûte le plus cher d'essence pour, des fois, des petites commissions. Mais on ouvre vraiment ça, entre autres aussi, aux villégiateurs, ceux qui ont des chalets ici. Des fois, ils ont besoin de retourner à la maison, un aller-retour rapide. Ils pourraient prendre la voiture à la place de reprendre encore là leur véhicule. Il y aurait accès à ça. Les entreprises, on sait que le restaurant La Hutte à Moffett, c'est notre premier utilisateur. On fait un bêta-testeur, en fait, avec lui. Il a pu la prendre déjà pour aller faire des commissions. Comme il dit, il a besoin d'aller plusieurs fois par semaine, tu sais, 2, 3, 4 fois par semaine à Ville-Marie. Donc, ça a un impact quand même significatif en termes de centaines de dollars par mois, quelque chose comme ça. Fait qu'au niveau de tout l'approvisionnement en alimentation, ça peut être bien. Ça, même chose aussi pour le magasin qui pourrait s'en servir quand, mettons, les livreurs, les grossistes n'ont pas fait leur livraison ou ont manqué une commande. Donc, ça leur permet ça. Les organismes à but non lucratif, les comités qu'il y a dans la municipalité pourraient l'utiliser à des conditions avantageuses, là, donc, on pense vraiment que beaucoup de gens pourront utiliser la voiture, puis je me demande même si on n'est pas en train de se créer un problème qui sera déjà très utilisé en commençant, là. Fait que vu que ça fait longtemps qu'on en parle et qu'on y travaille, là, mais les gens s'attendent à ce que ça sorte bientôt, là. Peux-tu me parler du budget un peu de la voiture, côté financement, là, comment ça va marcher, combien est-ce que ça va coûter un projet comme ça ici à Moffett, et surtout, comment ça va marcher pour les usagers qui veulent emprunter la voiture? Oui, bien, c'est des très bonnes questions. En fait, au niveau budgétaire, là, on parle d'un budget total de 129 000 $, mais ce qui inclut là-dedans aussi l'achat du véhicule. L'achat du véhicule, et c'est un projet, en fait, de mobilité en tant que service. On parle beaucoup de l'autopartage, mais il y a 2 autres volets qu'on veut développer aussi avec l'entreprise avec laquelle on travaille, là, YHC Environnement. On veut développer le covoiturage. Donc, quand on loue la voiture, quand on réserve la voiture, on peut décider en un clic d'ajouter son trajet comme un trajet de covoiturage pour que quelqu'un d'autre puisse embarquer dans la voiture. On a aussi le voiturage, qui est une espèce de Uber rural, là, donc qu'on pourrait vouloir essayer de développer dans les prochains mois, peut-être prochaine année. Donc, ce budget-là de 129 000, là, on a réussi à financer la voiture, entre autres avec ce projet pilote-là, avec YHC Environnement, avec la MRC de Témiscamingue. Moffett, là, jusqu'à il y a pas très longtemps, on était considéré municipalité dévitalisée, mais ça nous donnait accès à des enveloppes du Fonds Région Ruralité, qui ont payé une bonne partie de, non pas de la voiture, mais vraiment de la mise en disponibilité de la voiture en autopartage. Donc, on parle de l'installation du module électronique dans la voiture. Puis, on a aussi Desjardins avec le Fonds d'aide au développement du milieu qui a aidé. Donc, au niveau des coûts de capitaux, il y a une bonne partie quand même qui a été subventionnée sur ce projet-là. Les coûts d'opération, comment ça va marcher pour les usagers? Une fois qu'on est inscrit, pour s'inscrire, ça coûte 50 $, mais c'est un dépôt remboursable. C'est juste parce qu'on prête une carte, ces cartes-là coûtent assez cher, donc on veut pas que les gens les perdent. Donc, c'est ce que ça coûte à l'inscription. Puis sinon, une fois qu'on s'inscrit, on ajoute nos données de carte de crédit dans notre profil. Ce qui fait que quand je loue la voiture, le coût, c'est de 6 $ de l'heure. C'est 10 sous la minute. C'est payable à la minute, mais 10 sous la minute, ça fait 6 $ de l'heure plus taxes. Donc, c'est un coût qui est
très raisonnable, puis ça peut se situer là, pour une voiture moyenne peut-être dans la moitié de ce que ça coûterait en essence là, pour faire, par exemple, un aller-retour Ville-Marie. Sinon, ici à Moffett, est-ce que c'est le genre de projet qu'on aime avoir, là, être un peu les fondateurs, les pionniers de ce genre de projet-là? Ici, tu sais, surtout pour un projet pilote qui aidera là, prochainement les citoyens, les commerçants et autres de Moffett, là. Bien, certainement, c'est une grande fierté. Je pense que être avant-gardiste, parce que je pense que c'est quand même assez avant-gardiste dans un endroit, je vais dire à la blague, mais profondément rural comme Moffett, de mettre en place un service qui est un peu l'équivalent de communauto qu'on est habitué de voir dans les endroits qui sont beaucoup plus densément peuplés. C'est une fierté d'être capable d'arriver à faire fonctionner un projet comme celui-là, mais en même temps, quand on est une municipalité, on a quand même beaucoup de pouvoir. On a ce qu'on appelle des compétences municipales. On a une compétence, nous, en termes de transport en commun. Donc, c'est le genre de projet sur lequel on a le droit de travailler, qu'on peut travailler. Fait que c'est vraiment une question de décider de le faire. Bon, si les gens en ont besoin, l'utilisent, je pense que ça sera vraiment quelque chose qui pourrait être reproduit ailleurs, là, éventuellement. Finalement, qu'est-ce que l'avenir réserve un peu à la municipalité? Est-ce qu'on a des projets en branle comme celui-ci? Qu'est-ce qui va se passer à Moffett dans les prochains mois, prochaines années? Bien là, c'est certain que j'ai le goût de dire, en tout cas, quand je pense au conseil municipal, à la directrice générale, on est vraiment dans un marathon là, depuis plusieurs années. On travaille beaucoup. Nos très gros projets en ce moment, c'est la serre collective avec nos 42 jardiniers volontaires, là, qui est 42 personnes sur 211. C'est un projet très gros, en fait, pour la municipalité. Un très grand pourcentage. On a la voiture, mais je pense que l'idée, c'est vraiment de comment est-ce qu'on peut c'est pas tant se démarquer, mais essayer de continuer à être pertinent comme municipalité. Comment est-ce qu'on peut devenir plus durable? On sait que l'avenir, c'est un avenir qui a quand même de plus en plus de complexité, tant au niveau de l'environnement, gaz à effet de serre, changement climatique, rareté des ressources, rareté de l'énergie. Donc, je pense que l'avenir est vraiment dans la mutualisation. Partage, l'économie de partage. Puis comment est-ce qu'on met ça en place? Bien, une municipalité, c'est un acteur clé dans ce type de projet-là. On est déjà crédible par rapport à nos citoyens. On est déjà en relation avec eux. Puis, on partage déjà certaines affaires. Fait que c'est une question de décider qu'est-ce qu'on peut partager de plus. Donc, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'on peut s'enligner. Comment devenir une municipalité plus durable? Merci beaucoup, Alexandre. Ça fait plaisir. Les employés de la Société des établissements de plein air du Québec, plus communément appelée CEPAC, seront à l'œuvre pour les vacances de la construction et le reste de l'été. Ils ont voté à 75 % en faveur des dernières offres salariales de la partie patronale, ce qui inclut une hausse salariale de 25 % pour une entente s'échelonnant jusqu'en 2028. Les membres de la CEPAC et du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec ont paraphé l'entente de principe conclue avec l'employeur après quasiment 3 ans de discussion. Les vacanciers pourront profiter des installations et des services offerts par des membres toujours aussi passionnés et professionnels, selon Christian Daigle, président général du SFPQ. Le contrat des quelques 2500 travailleuses et travailleurs de la CEPAC, notamment au parc Opémican, au parc Igabel et à la réserve faunique La Vérandrie, était échu depuis le 31 décembre 2023. La communauté de Long Point First Nation s'est prononcée pour la chefferie de la communauté, alors que Steve Mathias reprend les rênes. Monsieur Mathias, qui avait déjà été chef au cours de 2 mandats précédents. Yvon Moreau a rencontré Steve Mathias. Salut Steve. Bon matin, Yvon. Entends bien? Oui, toi? OK. Je vais commencer tout de suite, Steve, parce qu'il faut que je m'en aille ensuite à Notre-Dame-du-Nord. Attends un petit peu, je vais fermer la porte. Ah. OK. D'abord, Steve Mathias, félicitations pour cette réélection. Je pensais que vous étiez trop vieux, mais ça a l'air que vos membres en ont décidé autrement. Hein? Miigwech, Yvon, ouais, faut croire que ma mission n'est pas complétée, hein?
Ben c'est ça, Steve. Je regardais ça, je calculais ça en tout et partout. Ça fait plusieurs années qu'on se connaît et qu'on a le plaisir de collaborer ensemble. En tout et partout, 20 ans. 20 ans où est-ce que vous avez eu l'impression de faire quelque chose pour la communauté? J'ai, on a fait des choses avancées à Runaway, euh, malgré les obstacles qu'on nous a imposés. Tu sais, juste le fait là, on, on nous a mis à l'écart à cause que, au niveau du statut des terres à Runaway, comme quoi que, à cause qu'on n'était pas considéré comme une réserve, mais plutôt comme un établissement indien. À un moment donné, euh, dans mes débuts de mes années là, à la chefferie, là, le fédéral avait commencé à prendre position, tant qu'on ne serait pas réserve, il n'y en aurait pas de budget, là, et que les programmes au niveau des infrastructures communautaires et de l'habitation ne pourraient pas s'appliquer à Wanawi. Il avait pris cette position-là il y a une quinzaine d'années de ça. Là. Ça nous avait vraiment affecté, ça, cette position-là fédérale. Mais on n'a pas baissé les bras, on s'est pas laissé faire. Et on est venu à bout là, de quand même faire des travaux d'infrastructure puis de logement à Wanawe. Wanawe aujourd'hui est rendu avec des trottoirs puis de l'asphalte. C'est que quand on s'est connus, là, puis c'était pas le cas, là. Et euh, puis c'est récent, ça, là, ça fait peut-être 4 ans ou 5 ans de ça là, qu'on a commencé à faire ces travaux-là d'asphaltage puis de trottoir. Donc, euh, il y a, là, au niveau de prendre position, c'est des gros dossiers au niveau des ressources naturelles, surtout là, sur le territoire, où on s'était affirmé là, tu sais, au niveau de nos droits, les titres, euh, c'est que le territoire n'a jamais été cédé. On est, il n'a pas été conventionné, on n'a pas de traité, on peut pas croire que tout est permis là, sur le territoire de Longue Pointe là, sans qu'il y ait aucune entente ou des bénéfices envers la communauté. Là. Et là, Donc, Steve, ça nous a permis là, tu sais, de, de renforcer la base de la communauté et de se mobiliser. C'est des projets qui entourent la communauté de Wadaway. mhm, euh, vous avez pris une pause le temps que votre prédécesseur prenne un peu, gère un peu la place à sa façon, mais Steve Mathias est encore là, évidemment, comme il était là comme il conseillait déjà encore la communauté. Euh, euh, Vous allez, vous avez l'intention de continuer là où vous aviez laissé parce que bon, je vois encore que le poste, le service policier, il est là, mais bon, il est partagé avec Québec. Est-ce que ça vous plaît ou est-ce que vous aimeriez avoir votre propre poste de police? Quels sont vos projets? Bon, vous avez une vision, c'est clair, pour Winaway, parce que bon, pendant les 20 ans que vous avez été là, il y a eu des changements. Vous avez parlé évidemment du territoire, mais bon, il y a eu des infrastructures qui ont vu le jour. Une école, il y a une école neuve, il y a un centre communautaire, il y a, tu sais, donc, vous avez encore cette vision-là de développement pour la communauté? Qu'est-ce que vous avez en tête? Je crois que ça va être au centre de toutes les décisions qui vont être prises à Longue Pointe, là.
c'est son développement. Tu sais, on a beaucoup de choses à rattraper au niveau du développement à Wenaway. Euh, donc, c'est sur ça là, qu'on va se concentrer. Moi, je vais rentrer en fonction une fois que je vais être assermenté. La cérémonie, on prévoit la faire la semaine prochaine. J'ai pas la date exacte, là. J'entends dire comme quoi peut-être le 23 ou le 25 juillet. Donc, il va falloir que qu'on commence à discuter avec les nouveaux élus. Il y a deux élus qui ont demeuré en poste parce que leur mandat finit l'année prochaine. Jason Machaus puis Steven Paulson. Donc, je vais m'asseoir avec Betsy Pian, Sky Paulson avec eux autres, parler parce qu'on la manière que ça fonctionne avec la communauté, on n'a pas un parti Steve Matthews, un parti Henry Rogers. Tu sais, il va falloir qu'on se consulte entre nous autres, là, être sûr là, qu'on qu'on va collaborer sur puis qu'est-ce qu'on va prioriser, où qu'on va mettre notre temps et notre énergie. Parce que 3 ans, c'est assez rapide. Hein? Ouais, ben En c'est ça. politique, là, on dit des fois en politique un mois, c'est une éternité. Mais dans d'autres cas, tu sais, c'est rapide quand même. Là. Tu sais, surtout quand tu travailles sur des gros dossiers, 3 ans, là, des fois que ça te manque une autre année ou deux là, pour finaliser qu'est-ce que tu avais entamé au début de ton mandat. Donc, je veux être sûr là, qu'on met toute notre énergie puis notre temps à la bonne place et qu'on fonce tout dans la même direction. C'est ça ma priorité. Le groupe Rose Banane, semi-absurde, rempli de solos épiques et d'énergie contagieuse, s'est laissé goûter comme un bonbon et a surpris ses spectateurs en leur offrant de purs moments de plaisir. Ville-Marie et Lorrainville vous invitent à un prochain spectacle qui aura lieu le 24 juillet. Les rythmes musulmans seront à l'honneur au Parc du Centenaire avec le groupe spectacle d'Osmose. En terminant, au moment d'entrer en onde, la Sûreté du Québec a formé l'équipe de TV Témis que le jeune adolescent porté disparu il y a quelques jours, Jayden Penozoué Dumont, est de retour au bercail sain et sauf à Rouyn-Noranda. Voilà ce qui complète ce bulletin. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page Facebook pour suivre l'actualité locale et régionale en temps réel. Au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons une agréable semaine. À bientôt.